Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. Dépression, anxiété généralisée, bipolarité, phobie, stress post-traumatique, burn-out, pensée, tentative de suicide. Les âmes blessées concernent actuellement autour de 1 Français sur 5, probablement plus depuis la pandémie de Covid, le climat social ambiant, les bouleversements du monde. Les recherches en neurosciences ont fort heureusement enregistré ces dernières années des progrès importants, avec une meilleure compréhension des mécanismes des troubles mentaux et par conséquent une amélioration de leur prise en charge par les médicaments et les méthodes d'accompagnement qui ont beaucoup évolué. Il était donc opportun, voire indispensable, de disposer d'une synthèse des moyens à notre disposition pour prendre soin plus efficacement de notre santé mentale. Personne n'étant à l'abri, nous allons le voir. Et c'est précisément ce travail très complet, à la fois pédagogique et pratique, que nous propose le docteur David Gourion, médecin psychiatre, docteur en neurosciences, dans son dernier ouvrage « Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies » chez Marabout. Il est mon invité ce soir. Docteur Gourion, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Merci de votre présence dans nos studios. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors avant d'aborder le cœur de votre travail, les thérapies, qu'elles soient anciennes ou novatrices, vous pouvez nous donner quelques chiffres sur la santé mentale actuellement en France ? Oui, alors les chiffres sur la santé mentale, vous l'avez dit, 1 personne sur 5 est concernée, mais surtout depuis la période Covid, on voit que ça a augmenté encore plus 20% à peu près pour les troubles anxieux, les troubles dépressifs, et encore plus chez les jeunes et chez les adolescents, avec une flambée des problématiques de santé mentale. Et en effet, vous avez raison de le dire, on est tous concernés aujourd'hui. Oui, vous prenez une cohorte néo-zélandaise de 1000 enfants qui ont été suivis pendant plusieurs années, oui. Et vous dites que la probabilité d'échapper à un trouble psychique est faible, de l'ordre de 15%. Donc nous sommes donc majoritairement tous touchés, nous risquons d'être touchés par un problème de santé mentale à n'importe quel moment de notre vie. Merci de citer cette étude, qui est une étude passionnante, qui a été réalisée par Avshalom Caspi et Terry Moffitt. Ils ont inclus, dans les années 70, une cohorte très bien suivie. Donc, c'était des enfants qui avaient 3 ans à l'époque et les ont évalués tous les ans jusqu'à l'âge d'une 50aine d'années aujourd'hui. Et en fait, quand on suit les gens pendant longtemps, on se rend compte que quasiment 85% développent à un moment ou à un autre un problème de santé mentale. Des problèmes d'anxiété, des problèmes de comportement alimentaire, des problèmes de bipolarité, des problèmes de dépression, etc., etc. Et au final, ce que cette étude, ce que ces données nous disent, qui ont été publiées dans une revue très prestigieuse, dans JAMA Psychiatrie, ça nous disent qu'au fond, les problématiques de santé mentale sont tout aussi fréquentes que les problématiques de santé physique, et que donc il faut s'y intéresser. Et vous avez une formule choc, docteur Gourion, vous dites que la vraie question n'est pas qui, mais quand. Exactement. Exactement. Alors, il y a des fenêtres de vulnérabilité. On n'est pas vulnérable tout le temps de la même façon tout au long de la vie. Il y a des périodes plus propices. Il y a des périodes plus propices. 80% des troubles commencent assez jeunes, entre 10 et 20, 25 ans, parce que puberté, adolescence, hormones, accès à la vie sociale, harcèlement scolaire, etc., etc. Mais on connaît tous les problématiques de dépression du postpartum, on a entendu parler, les syndromes dysphoriques prémenstruels. Donc, il y a des périodes plus fragiles, la ménopause, la retraite, etc. Il y a des périodes dans notre vie, on peut vraiment tous être concernés. Et peut-être qu'au fond, on aimerait bien que les réflexes de consulter pour des problématiques de souffrance psychologique deviennent des réflexes au même titre que consulter pour des problèmes de santé physique. Si j'ai mal au dos, je vais voir le médecin. Si je suis en souffrance, je fais des crises d'angoisse, je vais voir un psy. Sauf qu'on comprend à la lecture de votre livre que la psychiatrie reste toujours le parent pauvre de la médecine. Reste le parent pauvre de la médecine, et puis reste un petit peu tabou. On en parle, et merci de le traiter dans votre émission aujourd'hui, c'est formidable. Mais on sent que ce sont des sujets qui restent des sujets délicats, difficiles à aborder. Chacun, parfois les gens n'osent pas. Même quand on parle d'arrêt de travail, rarement les gens disent c'était pour une dépression, on va inventer des sciatiques, des choses. On avale facilement des tranquillisants, beaucoup moins des antidépresseurs. Oui, on avale ça, et puis il y a encore parfois cette idée un peu de honte, et ça, il faut qu'on en sorte. Il n'y a aucune honte à souffrir. Une maladie comme les autres. Exactement, exactement. Alors, beaucoup de choses ont changé dans votre pratique, je m'en rends compte. Alors, votre ouvrage démarre par votre expérience personnelle. Et d'emblée, on se rend compte de la nécessité pour le thérapeute d'avoir une vue d'ensemble des modèles théoriques et des thérapies, et pas une vue exclusive. C'est-à-dire que si on veut voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les TCC, il va vous proposer des TCC. Quelqu'un qui fait de la psychanalyse, bien évidemment, va avoir tendance
à vous faire entrer dans sa méthode. C'est exactement le problème. Vous mettez le doigt sur cette guéguerre interminable que les psys ont eu longtemps entre d'un côté les psychanalystes, de l'autre les comportementalistes, et puis on s'envoyait des pics. Ou les comportementalistes ont gagné? Mais en fait, les grands perdants de cette histoire-là, c'est ni les psychanalystes ni les comportementalistes. C'est les patients qui ne s'y retrouvent pas et qui finissent. Et puis alors, quand on a l'impression qu'on est suivi par quelqu'un qui est méprisé par un autre camp, on se dit, mais alors est-ce que j'ai fait un mauvais choix? C'est très angoissant. Moi, j'ai un mode de raisonnement qui est très différent, qui est que, en fait, dans ce domaine-là, comme en médecine, il n'y a pas un seul médicament, une seule thérapie qui marcherait pour tout le monde. Vous n'allez pas prescrire de l'amoxicilline, de l'aspirine, etc. Et il n'y a que ça qui marche et c'est sacro-saint en dehors de l'aspirine, point de salut. Je crois qu'il faut sortir de cette vision complètement étriquée des psychothérapies et se rendre compte que ce sont des outils différents qui ont des modalités d'application, des indications différentes qui peuvent être très utiles. Voire même pour une même personne, on peut avoir un problème d'anxiété, de faire des attaques de panique dans sa voiture et avoir besoin d'une thérapie qui en 3-4 séances va arrêter les attaques de panique et puis 10 ans plus tard se dire tiens, j'aimerais bien réfléchir sur mon existence, mon enfance, mes choix de vie, etc., etc., et partir sur une psychanalyse. Donc je crois qu'il faut sortir des pour, des contre, etc. C'est bébête, c'est enfantin. On n'est plus dans la cour de récréation et réfléchir de façon beaucoup plus intégrée, intégrative, globale. Et puis vous savez, on est à l'ère de la médecine personnalisée, individualisée. On va dire quelle est la bonne combinaison de traitement pour telle personne à tel moment. Je crois vraiment que c'est ça un peu le progrès aujourd'hui dans ma discipline et j'aimerais pouvoir porter un peu l'idée qu'il y a vraiment une vraie révolution dans les thérapeutiques en psychiatrie comme on observe en cancérologie, en cardiologie, avec les immunothérapies, etc., etc. Il y a des progrès considérables, peut-être qu'on en parle un petit peu moins et moi le projet de ce livre c'était vraiment de dire aux gens il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de nouvelles thérapies, renseignez-vous, soignez-vous. Quelques questions avant de s'engager. Quelle thérapie? Avec qui? Comment choisir? Combien de temps? Alors, souvent, il y a cette question de tout se passe au cours de la première rencontre. C'est vrai dans la vie, souvent, que ce soit en amitié, en amour. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Il y a même des études, figurez-vous, très sérieuses, qui ont montré que ce qui se passe lors de la première séance avec le psy est assez déterminant. Est-ce que vous vous êtes senti entendu? Est-ce qu'il y a eu de l'empathie? Est-ce que vous avez senti que le psy en face de vous était très engagé, motivé, avait envie de vous aider? Au contraire, est-ce qu'il roupillait dans son fauteuil? Tout ça va jouer un rôle absolument considérable. Alors, faut pas être impatient. Comment en communication, la première impression, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne impression. Je vais nuancer un tout petit peu ça. Parfois, il faut donner une deuxième, une troisième fois pour se faire une idée. Mais je crois que c'est très important. La dimension de feeling joue un rôle essentiel au-delà des compétences. Renseignez-vous sur les compétences, la formation du psy que vous allez voir, parce que psy, il y a psy et psy, et c'est un domaine, hélas, où il y a vraiment le meilleur peut côtoyer le plus questionnable. Mais là encore, faites confiance à votre bon sens, à votre feeling. Si lors de la première séance, vraiment, vous avez senti que ça n'était pas du tout le cadre que vous recherchez, que ça n'était pas adapté à vous, à votre personnalité, n'hésitez pas à aller voir une autre personne. Le psy n'est pas dans votre tête. Vous dites il a besoin de tout entendre. Il ne juge pas. Il cherche juste les solutions. Oui, vous avez raison. Mais ce qui est compliqué, c'est que on aime bien, les êtres humains, donner une bonne image de nous-mêmes, y compris au psy. Et c'est parfois pas facile d'aller raconter à quelqu'un qui, au départ, est un total inconnu ou une totale inconnue, des choses hyper intimes sur soi. C'est quand même une démarche qui n'est pas simple, qui nécessite du courage. Je redis, aller voir un psy, c'est pas des histoires de bonne femme et une marque de faiblesse, c'est au contraire du courage, faire face à ses problèmes et essayer de lui dire le maximum de choses, parce que c'est comme vous, si dans votre travail on vous donne pas les éléments pour travailler sur un dossier, vous aurez du mal si vous n'avez pas les éléments importants, si vous cachez au psy que vous avez telle ou telle difficulté, que vous avez une grosse addiction, voilà. Et je redis, il faut avoir le courage, et ça nécessite de se dépasser un peu soi-même, de passer par-dessus ça et de se dire, maintenant je vais en parler, j'ai en face de moi quelqu'un qui doit pouvoir comprendre tout ça. Comme dans la série En thérapie, le patient a le droit de commenter la thérapie, d'émettre une remarque ou une critique. J'ai le droit, peut-être même, j'ai envie de dire le devoir, comment vous voulez. Un psy, c'est un être humain comme les autres. Tous les êtres humains, on a cette caractéristique incroyable de pouvoir progresser si on se donne du mal. Mais pour pouvoir progresser, on a besoin, et c'est pareil pour les médecins aussi, on a besoin que nos patients nous donnent du feedback, nous disent voilà, ça m'a beaucoup aidé, ça pas aidé. Et puis le jour où vous m'avez dit ça, vous m'avez fait de la peine. Et si ça se trouve, je m'en étais pas rendu compte. Donc dites à votre psy ce que vous ressentez, dites ce que vous attendez, fixez des objectifs concrets et cohérents, demandez-lui combien de séances ça va prendre. Si vous allez pour travailler sur votre estime de soi, faire de l'affirmation de soi, etc., demandez, ou sur j'ai du mal à gérer mon temps, je suis tout le temps en retard, etc., ou je suis hyper anxieux, combien de séances, quels objectifs, soyez très concrets. Et si le psy vous donne des réponses qui vous semblent parfois un peu à côté, vous avez le droit d'exiger
de demander, de comprendre dans quelle démarche on est et d'être très très concret. Alors, deux grandes méthodes, vous les avez évoquées, la psychanalyse et puis les TCC. Vous êtes, vous, plutôt praticien de TCC. Oui. Et dans votre ouvrage, on se rend compte qu'il y a de nouvelles méthodes, en fait, qui se sont intégrées dans l'arsenal thérapeutique. Oui, alors en réalité, il y a plusieurs centaines de psychothérapies aujourd'hui, dont certaines sont très sérieuses et bien validées sur le plan scientifique, et d'autres sont plutôt exotiques, des doux rêveurs qui ont construit des modèles et puis qui sont validés par personne, et qui font ça. Vous dites faire attention aux thérapeutes, oui. Il y a même des dérives sectaires, on le sait bien, qui, sous le couvert de psychothérapie, proposent des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses pour des personnes fragiles avec des mécanismes d'emprise. Moi, j'ai voulu faire la synthèse un peu scientifique de ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui a fait la preuve de son efficacité et ce qui n'a pas fait la preuve, voir ce qui peut être dangereux, comme pour les médicaments. On sait qu'il y a des médicaments qui marchent bien, d'autres qui peuvent être dangereux. C'est vrai que les deux grandes approches classiques, on les connaît, c'est les approches psychanalytiques et les approches thérapie comportementale et cognitive. Mais elles se sont développées, elles ont fait des enfants, qui ont fait des frères et des sœurs, et qui se sont enrichis de nouveaux outils, dont certains sont vraiment d'une efficacité. Moi, vous savez, quand j'ai commencé l'internat de psychiatrie dans les années 97-98, on n'avait pas tous ces outils-là. Et aujourd'hui, de voir les progrès qui ont été faits, comme je redis, comme dans d'autres disciplines en médecine, c'est assez spectaculaire. Et j'avais vraiment envie, je vous assure, je pense que c'est une information tous ces progrès-là que le grand public n'a pas forcément accès à ce qui s'est passé dans le domaine des neurosciences et en quoi les neurosciences ont permis d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action des thérapies. Alors tout le monde a entendu parler de la méditation en pleine conscience, du mindfulness, qui a montré... Je crois avec Christophe André Sainte-Anne, vous le dites. Absolument. Et on a aujourd'hui un bon niveau de preuve. On a des études très sérieuses dans le Lancet, dans les meilleures revues, qui montrent les bénéfices apportés dans certains troubles anxieux, dans certains troubles dépressifs. On a le MDR, vous savez, cette technique pour les gens qui ont vécu des facteurs... Ça a beaucoup évolué, docteur Gorion, parce que j'ai eu ici des psychiatres qui disaient MDR, c'est mourir de rire, en fait. Et là, maintenant, dans votre livre, on se rend compte qu'on est face à une technique vraiment très, très efficace. C'est une technique, au départ, on ne savait pas bien ce que c'était, mais là, aujourd'hui, on a des données. Oui, on regarde. Alors, la personne, en fait, qui a vécu un facteur traumatique, par exemple, un accident de voiture, une agression sexuelle, etc., va évoquer son souvenir traumatique et puis on lui fait faire des mouvements oculaires à une certaine fréquence. Au départ, on dit mais c'est bizarre, c'est un peu de l'hypnose, c'est un truc de charlatan. En fait non, on a des études hyper sérieuses aujourd'hui qui montrent qu'en l'espace de quelques séances, on peut aider les gens d'une certaine façon à retraiter cette mémoire traumatique, c'est-à-dire être très apaisé par rapport à ce souvenir qui parfois peut être très angoissant, beaucoup de flashs, de cauchemars, etc. Mais il y a plein d'autres outils, l'intégration du cycle de vie, le rescripting pour les cauchemars. Enfin, je décris beaucoup d'approches, les thérapies motivationnelles pour les addictions. Je veux pas faire un catalogue là, ça a pas d'intérêt. Mais pour dire, il y a vraiment beaucoup de nouveaux outils d'une efficacité redoutable. On va le faire, on va se contenter là aujourd'hui des états de l'anxiété, et puis on va commencer peut-être par la dépression. Oui. Et on s'aperçoit que la dépression, évidemment, ne se résume pas aux médicaments, même si dans les années 50, ils ont constitué une véritable révolution. Oui, alors les premiers antidépresseurs, c'était les années 50, les années 60. Ensuite, il y a eu des molécules qui ont apporté un plus, qui étaient les sérotoninergiques, qui étaient mieux tolérées, pas forcément plus efficaces, voire même moins efficaces, mais mieux tolérées, mais qui ont quand même des problèmes d'effets secondaires possibles sur la prise de poids, sur la libido. Toujours une efficacité chez 2/3 des patients seulement. Ou même un peu moins, autour de 50%. Mais surtout, ce sont des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils apaisent, ce qui est déjà important quand on est en grande souffrance. Ils vont apaiser les symptômes, comme un anti-inflammatoire va apaiser la douleur, mais ils ne permettent pas à la personne d'apprendre de nouvelles stratégies en termes de prévention pour ne pas retomber à nouveau dans la dépression. Parce que quand on a souffert une fois d'une dépression, c'est le cas d'une personne sur 5 à peu près, ce qui est énorme, eh bien on a un risque important de retomber plus tard si on vit à nouveau des facteurs de stress. Et le but des psychothérapies, c'est justement de vous apprendre des stratégies qui vont vous permettre, au-delà de sortir de l'épisode actuel, de vous aider à en sortir, de vous apprendre des outils, de vous donner des stratégies qui vont vous permettre d'éviter de rechuter à nouveau. Vous allez un tout petit peu trop vite, docteur Gorion, parce que j'étais dans les médicaments et dans votre livre, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à des médicaments qu'on utilisait dans d'autres domaines,
soit domaine récréatif, les psychédéliques, soit la kétamine en anesthésiologie. Et en fait, sont manifestement des produits très très efficaces en psychiatrie. Oui, alors très efficace et potentiellement très dangereux aussi. On a tous entendu parler des dangers des psychédéliques, des drames qui ont pu survenir. Et ces molécules-là ont été interdites dans le monde entier, ont été déclarées illégales dans les années 70. Vous vous souvenez, on se souvient de la contre-révolution américaine, etc. Il y a une dizaine d'années, de façon très surprenante, on commence à voir apparaître dans la littérature scientifique des publications qui disent « mais attendez, ces molécules interdites, le LSD, la psilocybine, vous savez, les champignons hallucinogènes, issus des champignons hallucinogènes, l'ecstasy, MDMA, la kétamine, pourraient présenter un intérêt dans certains problèmes de santé mentale résistants à d'autres approches chez des gens qui parfois souffrent le martyre depuis des années, des vétérans de la guerre qui ont des états de stress post-traumatique, des gens très déprimés qui sont résistants aux médicaments. Quand on a vu ces études il y a une dizaine d'années, moi le premier, j'ai dit donner des psychédéliques qui peuvent être des molécules dangereuses à des gens qui sont déjà fragiles et vulnérables, c'est quand même un petit peu une drôle d'idée. Et puis on a vu ces études être répliquées dans des revues vraiment de premier plan. Et là, on s'est dit, attention, il y a peut-être quelque chose de vraiment intéressant. Alors, c'est pas prendre ça chez soi tout seul ou dans une rave. C'est vraiment dans un cadre médical, hospitalier. Et en fait, c'est pas le psychédélique qui va être efficace. C'est la thérapie sous prise de psychédélique qui est en fait une sorte de thérapie augmentée, accélérée, en 2 ou 3 heures. Grâce à la prise de psychédélique, le thérapeute ou les 2 thérapeutes, en général, ils sont 2 dans ces protocoles. D'une certaine façon, le psychédélique va ouvrir une fenêtre pendant laquelle on va pouvoir travailler de façon accélérée et infiniment plus efficace que parfois des thérapies qui ont pris des années et obtenir des rémissions avec des données qui sont incroyables. Mais on est encore dans le champ de la recherche. N'allez pas voir votre médecin ou ne commandez surtout pas sur Internet ou etc. pour prendre ça chez vous, ça ne marchera pas et c'est dangereux. On est encore dans le champ de la recherche. On est très prudent, on a besoin que ces données soient répliquées et surtout de mieux connaître quelles sont les bonnes modalités d'administration pour pas qu'il y ait de drame, parce que s'il y a à nouveau des drames... Alors la kétamine et l'eskétamine, on a aujourd'hui une autorisation de commercialisation en milieu hospitalier pour l'eskétamine qui est un spray natal, mais pas en spray nasal et pas en ville. Et là aussi, c'est un cadre vraiment archi surveillé. Donc de grâce, ne faites pas ça comme ça n'importe comment, parce que ce sont des molécules qui sont extrêmement puissantes, qui peuvent être très thérapeutiques, mais qui peuvent être dangereuses aussi. Vous expliquez qu'aucun produit ne remplacera l'écoute bienveillante, l'empathie. Oui. Alors précisément, on va parler des thérapies qui sont disponibles dans la dépression. Alors bon, je ne reviens pas sur les TCC. On va juste dire un mot de la restructuration cognitive. Donc c'est un terme un petit peu compliqué, mais que peut-être vous allez nous expliciter. Oui, alors la restructuration cognitive, c'est un des outils des TCC, des thérapies comportementales et cognitives. L'idée, c'est que quand on est déprimé, on a beaucoup de biais cognitifs, on a beaucoup de pensées automatiques, douloureuse, de croyances négatives sur soi. En réalité, on en a tous. On s'est tous sentis à certains moments pas à la hauteur, nuls, etc. Mais le déprimé en a beaucoup plus que les personnes qui vont bien. Et je prends un petit exemple dans l'ouvrage, dans mon livre, c'est cette dame qui rentre chez elle. C'est à un moment donné de sa vie où elle se sent un peu seule, elle ouvre la boîte aux lettres et la boîte aux lettres est vide et elle se dit en fait il n'y a pas de courrier, personne ne m'aime, personne ne pense à moi et je suis vraiment désespérée. Et en fait, on va aider en restructuration cognitive la personne déprimée à repérer ses pensées négatives, à les restructurer, c'est-à-dire d'une certaine façon à les déconstruire et à reconstruire des pensées plus rationnelles et du coup plus positives. Mais c'est un exercice, c'est pas juste expliquer, c'est comme faire de la kiné. Vous voyez, la kiné, on va vous expliquer, mais ensuite, il faut faire les exercices à la maison. C'est pareil, la restructuration cognitive, on vous donne un petit carnet, il va falloir travailler chez vous. Ce sont des thérapies où le patient est très actif, est acteur de sa prise en charge et doit bosser à la maison. Encore plus, puisque vous évoquez une méthode qui s'appelle l'activation comportementale, et là, quasiment, là, le dépressif qui est plutôt en retrait social, là, il a une checklist pour la journée. Et il a une checklist, un peu une sorte de coaching, en effet, avec un programme, parce que le piège de la dépression, c'est qu'on pense qu'on va se reposer et que ça va faire du bien de rester au fond du lit. Et c'est ce que fait le déprimé, il se dit, je suis épuisé, je suis tellement malheureux, je préfère rester au fond, de toute façon, le monde est pourri. Le problème, quand il fait ça, c'est que ça ne le repose pas, ça ne lui fait pas du bien.
il rumine, il alimente son stock de pensées négatives dont on parlait à l'instant, et où en fin de compte, à la fin de la journée, il est encore plus déprimé en disant je n'ai rien fait de cette journée, c'est horrible et je ne sers à rien. Et donc on va lui donner un programme, moi je leur fais une ordonnance d'activation comportementale, levez à telle heure, vous allez écouter la radio, vous allez écouter Radio J de telle heure à telle heure, vous allez vous secouer, vous allez aller marcher 1 heure à l'extérieur parce que la lumière en plus va vous faire du bien et l'exercice physique aussi. Du ménage, du rangement, mais de tout, et surtout des contacts sociaux. La vie sociale, c'est un super antidépresseur. Les autres, les amis, les personnes qu'on aime, nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres de lien. Vous les obligez à passer un coup de fil et 3 SMS par jour. Mais je suis terrible. Vous n'imaginez pas, Serge, à quel point je suis tyrannique avec mes patients. Et en fait, ça les aide, les patients déprimés, que de leur donner ces conseils très pragmatiques et de les aider à se remettre dans le mouvement et dans l'action. C'est presque un peu du coaching. Alors, bien évidemment, des progrès ont été faits dans votre ouvrage. Vous parlez des types. Je pense qu'on n'aura pas le temps. C'est une psychothérapie brève. Thérapie interpersonnelle, oui, qui sont sur... justement, on disait, nous sommes des êtres de lien, la vie sociale est fondamentale. Parfois, beaucoup de nos souffrances viennent de nos difficultés d'interaction, que ce soit dans le couple, dans la famille ou ou au travail. Et donc là, ce sont des thérapies très axées. C'est des thérapies familiales courtes ou... Ce sont des thérapies individuelles, mais il peut y avoir des séances familiales, mais elles sont individuelles. On vous apprend à mieux vous situer par rapport aux autres, à mieux prendre votre place au milieu des autres. Alors, le temps passe et je souhaitais qu'on parle des états anxieux, là, qui concernent vraiment une grosse majorité, une grosse partie de la population. Alors, là aussi, vous utilisez bien évidemment les médicaments, une classification de ces troubles, et les médicaments dans l'anxiété résolvent pas tout. Là encore, c'est un peu le même... On a tendance à se précipiter sur les tranquillisants, c'est vrai que... Alors, les tranquillisants... C'est plutôt une mauvaise idée, sauf si c'est ponctuel une fois comme ça, mais les tranquillisants type Lexomil, les anxiolytiques, etc., sont des médicaments qui peuvent assez vite donner des problèmes d'accoutumance et ça devient votre meilleur ami pour très longtemps et en réalité probablement votre meilleur ennemi aussi parce que ça donne des problèmes de mémoire, etc. Donc on utilise plutôt des médicaments dits sérotoninergiques, des médicaments qui agissent sur la sérotonine, qui sont en fait de la famille des antidépresseurs, qui vont avoir une efficacité, là encore, chez à peu près 50% des patients, ce qui est déjà pas si mal et qui vont en aider certains, mais dont la grande limite, là encore, c'est qu'ils sont symptomatiques. Ils apaisent l'anxiété, mais ils ne vous aident pas à avoir des stratégies pour mieux gérer le stress dans la vie quotidienne. Ça veut dire que vous allez le prendre quelques mois, mais si vous l'arrêtez, votre problème d'anxiété est potentiellement toujours là. D'où l'intérêt des thérapies qui vont vous apprendre, d'une certaine façon, des stratégies pour gérer votre stress au quotidien, gérer votre anxiété sociale, gérer vos attaques de panique si vous en faites, gérer l'agoraphobie pour ceux qui ont du mal à l'extérieur quand il y a du monde, etc. Vous savez, l'anxiété a 1000 visages, donc il y a 1000 façons d'être anxieux. Et ceux qui sont focalisés sur leur corps, qui ont peur d'avoir des maladies et qui vont consulter et reconsulter et surconsulter et qui ont toujours l'impression qu'on n'a pas trouvé le cancer. Donc toutes ces problématiques-là, on a aujourd'hui des outils qui permettent de les adresser avec des thérapies rapides. Vous développez dans votre ouvrage les colonnes de Beck, et là aussi c'est un travail sur les pensées négatives. Oui, exactement. Les colonnes de Beck, c'est donner un outil très simple que tout un chacun peut remplir à la maison. Vous prenez un petit carnet, vous faites des colonnes. Première colonne, c'est la situation. Vous notez le jour, l'heure durant lequel vous êtes senti mal, anxieux ou triste ou pas bien. Juste, c'est très factuel la première colonne, c'est juste la situation. La deuxième colonne, c'est juste les émotions. Vous notez l'émotion que vous avez ressentie, anxieux, triste, et vous cotez de 0 à 100. 100, c'est le maximum que vous puissiez avoir, 0, c'est pas l'émotion. Et puis la troisième colonne, qui est la plus importante, c'est les pensées automatiques que vous avez eues sur le moment. Ah là là, si j'ai une petite douleur dans la poitrine, ça veut dire que je suis peut-être en train de faire un infarctus et je vais mourir. C'est ça les pensées automatiques. Elles sont pas rationnelles, elles viennent à toute vitesse et nous on va travailler sur ça. Vous dites qu'il faut les remplacer par des pensées alternatives. On va les restructurer, exactement. On va les rendre plus rationnelles. Quelle est la probabilité, alors que j'ai vu mon cardiologue il y a 3 semaines qui m'a dit que tout allait bien, qu'il soit passé à côté d'un infarctus et que je sois en train d'en faire un, etc. Et donc je vais réévaluer tout ça de façon beaucoup plus rationnelle. Voilà, alors on arrive presque au terme de notre entretien. On a parcouru votre ouvrage de façon très rapide, mais je comprends qu'en fait, votre spécialité a beaucoup évolué et qu'on a maintenant des méthodes qui sont des méthodes beaucoup plus précises, des méthodes beaucoup plus individualisées, et on pourrait dire qu'on est passé
prêt-à-porter, au sur-mesure? Oui, on est en train d'essayer d'y arriver. La grande limite de tout ça, c'est les difficultés d'accès aux soins. On a des vrais problèmes dans le domaine de la médecine en général et de la santé mentale à accéder aux médecins, etc. Malgré un remboursement dérisoire de quelques séances. Malgré tout ça, et encore plus dans les territoires où on sait que les gens sont en grande difficulté. J'étais à une signature là, ce week-end, les gens vous disent on n'arrive plus à aller voir des psys, on n'a pas de rendez-vous, c'est encore plus compliqué en pédopsie pour les enfants, pour les adolescents. Malgré tout, le message d'espoir, c'est qu'il y a des progrès considérables. Il faut pouvoir en parler à son médecin, demander, exiger ces soins-là de qualité parce qu'aujourd'hui, ils sont disponibles. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à lire l'ouvrage du docteur David Gourion, Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies chez Marabout. Docteur Gourion, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.